Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Rachid Tafnil, je suis le directeur de l'ADAPT Essonne. Au nom de tous les organisateurs et des salariés de l'ADAPT, je vous souhaite la bienvenue à cette semaine européenne de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. On va aujourd'hui vous proposer un certain nombre de choses, des ateliers et notamment une masterclass ce matin avec un certain nombre d'invités. En tout cas, je suis ravi de vous voir aussi nombreux. Merci de vous être déplacés en nombre et je vous souhaite une excellente journée. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour la 9e édition des rencontres emploi et handicap de l'Essonne. Particulièrement heureux à double titre. Le premier de représenter le président Rakotosson qui s'excuse de ne pas être avec nous ce matin mais qui était pris par d'autres obligations. Il m'a demandé de le représenter et j'en suis particulièrement heureux, d'autant plus que en tant que président de la Fédération française du bâtiment, mais aussi en tant que président de la Faculté des métiers de l'Essonne, nous sommes particulièrement attentifs à tous ces sujets du handicap visible et invisible. Donc c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et si vous avez suivi un petit peu l'actualité de la Faculté des métiers de l'Essonne, vous savez qu'on y est particulièrement sensible. J'ai moi-même lancé en début d'année 2024, et je vois qu'il y a des représentants de la Fédération du bâtiment ici, en 2024, nous avons lancé une commission handicap sur tous les secteurs des métiers du bâtiment. Donc je suis d'autant plus fier d'être avec vous aujourd'hui ici. Nous nous retrouvons ici pour relever ensemble un défi majeur, améliorer l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, un enjeu encore crucial puisque leur taux de chômage reste 2 fois plus élevé que celui des personnes dites valides. L'ADAPT œuvre depuis plus de 20 ans pour cette insertion professionnelle avec des solutions concrètes. Leur plateforme en Essonne propose des services variés, de l'évaluation à l'accompagnement au milieu ordinaire, en passant par des dispositifs pour gérer les parcours complexes. En tant que Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, nous croyons que notre rôle est de soutenir les entreprises pour qu'elles puissent, elles aussi, répondre à cette réalité. Cette journée va nous permettre d'aborder ensemble des questions pratiques, comment recruter sans barrière, comment former et accompagner les équipes pour intégrer au mieux ces profils, comment sécuriser les parcours professionnels. Ce sont des questions essentielles, d'autant que la loi impose, comme vous le savez, aux entreprises de plus de 20 salariés, un taux de 6% de travailleurs dits en situation de handicap. Aujourd'hui, renforçons nos partenariats entre acteurs économiques, institutionnels et associatifs pour proposer des solutions locales et concrètes. Donc merci à l'ADAPT pour son engagement et merci à vous tous d'être ici pour avancer sur ces enjeux majeurs et merci à tous les partenaires qui se sont mobilisés ce matin pour permettre la réussite de cette belle journée. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, c'est ça. Mélinda Bayol, maire adjointe de la ville d'Évry-Courcouronnes sur alors la délégation du handicap, mais j'ai aussi la parentalité et le harcèlement. Je travaille aussi à la Faculté des métiers de l'Essonne. Alors c'était pas prévu d'ailleurs, on s'était pas donné l'eau pour être là ensemble ce matin. Faculté des métiers, donc pareil, je travaille aussi là-bas avec une collègue, Madame Minté, que certains d'entre vous connaissent puisque vous travaillez pas mal avec, sur la thématique du handicap également. Je suis très heureuse d'être là. On est sur des parcours qui sont très compliqués. Une personne classique, lambda, comme vous voulez l'appeler, en tout cas sans handicap, c'est déjà parfois particulier d'être sur un parcours professionnel, de s'intégrer dans des équipes, de connaître des missions, d'arriver à s'intégrer, de faire un long parcours dans une même structure. C'est parfois pas évident. Quand on a un handicap visible, invisible, c'est parfois encore plus compliqué. Un peu parcours du combattant, pas toujours. Il y a heureusement des professionnels comme vous, des partenaires qui permettent à ces personnes parfois d'intégrer, mais d'avoir été préparées, et notamment de préparer aussi les entreprises. Aujourd'hui, on a effectivement une explosion des situations de handicap. Si je prends le cadre de la ville, d'Évry-Courcouronnes par exemple, on a 3 à 4 fois plus d'enfants en situation de handicap dans nos écoles. Mais c'est pareil au collège, c'est pareil au lycée. Alors on fait aussi plus de bilans, il y a plus de choses, mais ce sont aussi les salariés de demain. Et aujourd'hui, on voit dans le parcours de formation des jeunes, depuis vraiment la maternelle jusque très loin sur les universités et plus, et les milieux notamment professionnels, on a beaucoup de jeunes qui viennent vers les CFA aussi, les organismes de formation sur la partie apprentissage, pour tenter de s'intégrer rapidement. Ces jeunes sont en situation difficile parce que parfois ils se retrouvent un peu démunis entre les parcours
administratif sur tout ce qui concerne la MDPH, par exemple. C'est pas toujours évident, même s'il y a beaucoup d'efforts de fait avec des délais plus courts qui permettent les notifications, qui permettent l'intégration en emploi. Et je remercie les structures qui sont présentes aujourd'hui parce que sans vous, sans ces accompagnements, souvent vous travaillez tous ensemble pour permettre une communication auprès de ces personnes, les entourer surtout, pour qu'il y ait une vraie inclusion, une vraie intégration dans l'emploi, un vrai accompagnement et un vrai cheminement. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue. En tout cas, je tenais à être présente, vous remercier. Je remercie l'ADAPT, Julia Denis qui fait un énorme travail, Rachid, je me rappelle plus du nom, du coup, voilà, qui en tout cas permettent, sont souvent des conseils aussi pour la faculté d'ailleurs, mais en général, voilà, on leur envoie quelques situations, on arrive à travailler avec d'autres structures, on est conseillé. Je vois quelques personnes dans la salle aussi qui n'hésitent pas, même des fois quand c'est pas dans leur cadre, à faire des orientations. Et ces personnes ont vraiment besoin de vous pour arriver à trouver un emploi, s'intégrer dans l'emploi et être maintenu surtout dans l'emploi. Voilà, je vous remercie et je remercie aussi la partie CCI pour l'accueil et pour l'accompagnement. Merci à tous. Bonjour à tous, j'ose à peine regarder pour savoir si c'est la bonne photo, c'est parfait. Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. C'est un sujet vraiment qui préoccupe très fortement les pouvoirs publics. J'entendais Madame la maire adjointe dire qu'il y en a de plus en plus. J'ai envie de dire qu'on les cache de moins en moins. Pour être très franc, il y a quelques décennies, mon épouse est institutrice, elle n'avait pas d'handicapé physico-mentaux dans sa classe. Ces dernières années, elle en a toujours un, voire deux, avec des aides à côté, etc. Mais donc, la volonté d'insertion, elle démarre dès l'école, vous l'avez dit Madame la maire adjointe, et puis elle se retrouve évidemment dans le monde du travail, c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Réunion d'aujourd'hui qui, je crois, maintenant un rendez-vous annuel, puisque si j'en crois les notes qu'on m'a fait passer, depuis 2016, elle se tient, et avec un certain succès. Alors je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, on n'aurait pas besoin de cette réunion, ce serait encore mieux, mais tant qu'on aura des difficultés à inclure et à donner du travail à tout le monde, il faut les tenir. Et je lis mes notes pour ne pas dire de bêtises, l'édition de l'année dernière, j'espère que ce sera encore mieux cette année, mais l'édition de l'année dernière, lors du job dating, on me dit qu'il y avait 19 entreprises, 36 recruteurs, qu'il y a eu 115 offres d'emploi qui ont été proposées, plus de 350 entretiens réalisés et 21% des entretiens ont donné lieu à un deuxième rendez-vous. Je n'ai pas la suite de l'histoire, mais j'espère que des gens ont pu trouver du travail grâce à cette journée l'année dernière et qu'il en sera de même, voire peut-être mieux encore cette année. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Merci à la CCI, merci aux organisateurs, je ne les cite pas tous, mais très sincèrement, c'est vraiment des très bonnes initiatives. Je voulais rappeler qu'il y a une nouvelle loi sur le plein emploi qui est du 18 décembre 2023, là, pas tout à fait un an. Et 3 points que je cite. L'idée, c'est donc d'accompagner, de renforcer l'accompagnement des personnes à l'accès avec une inscription de tous, je dis bien de tous, auprès de France Travail sur la liste des demandeurs d'emploi, un cadre commun d'orientation vers des organismes référents qui sont en charge de ces accompagnements et un renforcement de ces accompagnements par un contrat d'engagement unifié avec un accompagnement intensif suivant la situation de la personne. On sait très bien qu'il y a différents degrés dans le handicap qui rendent plus ou moins difficile l'accès au marché du travail. Et donc vraiment tout est fait, y compris législatif comme concrètement, et aujourd'hui on est la preuve. Et puis un petit clin d'œil aussi, félicitations pour l'originalité des travaux qui auront lieu dans la matinée, puisque en feuilletant un petit peu le programme, j'ai vu que c'est pas des échanges classiques d'expériences autour d'une table. C'est bien aussi, je trouve, de casser un peu les codes et de voir des sujets graves dans une ambiance qui peut être un peu différente du classique que l'on connaît d'habitude. Donc encore une fois, pour toutes ces raisons, merci beaucoup de cette journée. Du coup, je vais demander à Julien de la GFIP de bien vouloir venir, à Marie, Caroline, Cécile et Agathe. Eh bien, merci d'être là. Déjà, d'avoir répondu présent quand je vous ai sollicité. Alors, je descends d'une marche parce que... merci beaucoup. Vous êtes toujours très investi, donc c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Rachid, je vous laisse introduire juste peut-être le déroulé de cette masterclass. Oui, et peut-être laisser se présenter nos intervenants. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Pispol, chargée de mission handicap pour le groupe Randstad. Donc j'accompagne nos salariés permanents en situation de handicap et on a signé un deuxième accord agréé cette année. Bonjour à toutes et tous, donc Julien Viau, je suis chargé d'études et de développement à l'AGFIP Île-de-France. J'accompagne des entreprises dans leur politique handicap, dont Danone. Ça s'appelle une transition. Tout à fait, merci Julien. Cécile Anger, je suis HR Business Partner pour le groupe Danone, plus particulièrement au sein du centre de recherche et d'innovation de Danone, basé à Gif-sur-Yvette. Et au-delà de mon travail d'HR Business Partner, j'ai aussi la casquette sur l'engagement et j'anime l'accord diversité, équité, inclusion pour Danone en France sur notre entité à Paris-Saclay.
Bonjour à tous. Alors, c'est aussi une transition parce qu'au final, on est voisines. Donc, moi, je travaille aussi sur le plateau de Saclay au centre de recherche du groupe Thales. Donc, je suis responsable ressources humaines et référente handicap. Bonjour, du coup moi je suis Agathe, je suis People and Culture généraliste à IKEA, donc chargée RH dans le magasin d'IKEA Évry et aussi référente handicap du magasin, donc chargée du déploiement de notre accord en local. L'idée donc de cette masterclass, c'est de pouvoir aborder des thématiques en échange avec nos intervenants et avoir leur retour d'expérience. Et on vous propose dans le même temps un petit quiz à chaque fin de thématique. Donc je vous invite à voir ici sur votre gauche, enfin sur votre droite à vous et sur votre gauche, des buzzers, d'accord ? Donc le principe du buzzer, c'est d'appuyer dessus lorsque vous avez la bonne réponse, tant qu'à faire. Et vous aurez des petits cadeaux à la fin. Donc voilà. Ah non, il n'y a pas de cadeau ? Si. Ah bon. Il y a bien sûr des cadeaux. Alors, je sais bien que certains vont me dire, oui, si je suis assis là et tout. Alors, il y a 4 buzzers. Il faut les repérer. Effectivement, alors, il y en a qui ne sont pas bien installés. Vous pouvez encore vous décaler vers les extérieurs. Et blague à part, oui, effectivement, il y a un petit cadeau à gagner. Ce que je vous demanderais, c'est pour la première personne qui buzzera avec la bonne réponse, bien sûr, de se faire identifier par Audrey, qui n'est pas là, et Cindy. Donc Cindy, ce sera Cindy et Marion, pardon. Et du coup, elles se chargeront de vous remettre le petit cadeau à la fin de la matinée. Ne partez pas sans, vous seriez déçus. Et après, on aurait des cadeaux sur les bras, on ne saurait pas quoi en faire. Voilà, exactement. Ben voilà, pour moi, c'était tout. Et puis, c'est moi qui lance, ça y est ? Oui. Ok. Alors du coup, on va devoir jongler avec les micros, ça va pas être le plus simple. Alors effectivement, on a préparé cette rencontre. L'idée c'était, aujourd'hui on est sur un sujet, c'est les clés d'une stratégie gagnante quand on lance sa politique handicap. Vous êtes tous ici présents, impliqués sur ce sujet-là, de manière différente. Et quand on a préparé cette réunion, une des premières choses, une des choses qui est revenue pour tout le monde, c'est, voilà, quand je lance ma politique handicap, on va se questionner sur, est-ce que je la formalise, est-ce que je la structure, comment je la structure, comment je m'y prends, comment de manière opérationnelle ça redescend après sur le terrain. Donc tout ça, c'est des questions très importantes. Et donc on va effectivement s'intéresser en premier temps sur cette première partie de masterclass, sur cette thématique qui est finalement la structuration d'une politique handicap. Donc vous avez fait plutôt des choix alors relativement similaires, on va dire, sur la formalisation. En tout cas, vous avez tous ici présents décidé de formaliser. Alors je regarde Julien. Julien, effectivement, par votre casquette, c'est un petit peu différent, mais on va en parler après. En tout cas, vous avez tous fait ce choix de formaliser votre structure handicap, parfois de manière différente. La première question que je vais poser, ça va être à Caroline. Alors vous, je sais que vous l'avez dit juste avant, il me semble, que vous aviez effectivement un accord handicap qui est arrivé à son échéance, mais un autre en renouvellement. Alors comment chez Thales, vous avez décidé de formaliser cette politique handicap concrètement ? Effectivement. Alors, nous, on termine notre accord et on est en cours de signature du nouvel accord. Assez classiquement, ça s'articule autour de grands thèmes qui sont le recrutement, le maintien dans l'emploi, l'utilisation des milieux protégés, aussi les proches aidants. Et donc là, on est en changement aussi parce qu'en 2023, on est sorti des accords agréés. Donc c'est notre nouvel accord qui est vraiment dans cette configuration-là. Donc c'est assez challenging pour nous. Peut-être pour rappeler aussi, donc nous, sur le site de Palaiso, on n'est pas encore aux 6%. Hein. On est à un peu plus de 4%. On a un site qui est grosso modo avec des ingénieurs-chercheurs, donc qui ont Bac plus 8 pour la plupart des personnes. Donc effectivement, c'est un challenge, mais en tout cas, on a bon espoir dans ce nouvel accord pour nous accompagner sur cette politique handicap. Et peut-être pour avancer sur ce nouvel accord, on propose notamment de mettre en place ce qu'on appelle un réseau d'ambassadeurs handicap. Donc ça va être un peu notre temps fort aussi d'essayer en interne et en externe, de promouvoir, d'accompagner sur le handicap. Donc on a hâte de le déployer, on attend la signature de l'accord. Et puis peut-être pour expliquer aussi, au sein de Thales, on a une structure qui s'appelle Thales Mission Insertion et qui nous accompagne au quotidien, nous qui sommes sur site pour déployer l'accord. Et donc au quotidien, c'est quand même essentiel. Et donc, même s'ils ne sont pas là, je les remercie parce qu'ils devaient être présents. Cette idée d'ambassadeur est assez intéressante. On le voit aussi notamment sous une autre formule
au syndicat. Agathe, est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois qu'on les a nommés correspondants, c'est ça? Du coup, chez Ikea, on a un accord au niveau national et on a à chaque fois un référent dans tous les magasins. Donc un référent, c'est un membre du service RH. Et en plus du référent, on a à chaque fois 1 ou 2 ambassadeurs handicap, donc qui sont des employés qui sont eux-mêmes en situation de handicap de manière prioritaire. Après, on peut avoir aussi des ambassadeurs qui ne sont pas en situation de handicap mais qui veulent prendre le rôle. Mais principalement, c'est des collaborateurs en situation de handicap qui sont en fait une épaule aussi sur qui se reposer pour nous au niveau RH. C'est aussi une autre oreille attentive pour les collaborateurs qui, quand ils veulent pas forcément se tourner vers le service RH, qui des fois a une mauvaise image dans l'idée. C'est aussi un relais du coup. Comment ? C'est un relais. C'est un relais pour nous. Ça permet aussi d'identifier en fait des personnes en situation de handicap aussi pour dédramatiser aussi ce terme, parce que du coup ils s'identifient réellement en personnes en situation de handicap qui sont également collaborateurs et du coup qui prônent ce rôle auprès de nos autres collaborateurs. Donc nous c'est vraiment au niveau RH, on se pose vraiment dessus et on travaille avec eux sur les ateliers. On les met vraiment en valeur pour qu'ils soient également identifiés. D'accord. Merci. Alors peut-être une question, parce qu'on est arrivé directement dans le vif du sujet. Donc, accord handicap, juste pour situer le périmètre, type de population, le taux d'emploi, quelques petites informations. Alors nous, en local, j'ai plus ces informations en local parce que je travaille en local, mais nous, dans notre magasin d'IKEA à Évry, on est 370 collaborateurs. Et nous, actuellement, on a un taux de handicap de 10%. Donc on a à peu près 36-38 collaborateurs en situation de handicap. Donc on n'a pas toujours été au taux. Il y a 5 ans, on n'y était pas. On était à peu près à 4-5%. Et c'est en mettant en place du coup cet accord, en appliquant du coup tout ce qui était dans l'accord, que nous ça nous a permis vraiment d'évoluer dans le taux. Nous c'est quelque chose de hyper positif pour le coup. Donc on essaie de garder la même lancée. Garder le cap. C'est ce qu'on essaie. Et du coup Marie, alors même question, vous êtes aussi sous accord. On va repasser le micro. Vous êtes aussi sous accord. Donc pareil, si vous pouvez juste pour les personnes présentes introduire un petit peu le contexte, peut-être le taux d'emploi, etc. Et puis il me semble que vous avez aussi développé un réseau d'ambassadeurs. Donc Exactement. Ça a l'air de bien fonctionner cette pratique. Ça fonctionne très bien. Effectivement, donc nous on est sur un 2e accord handicap. On a signé notre premier accord en 2021. Donc on partait d'un taux d'emploi assez faible, de moins de 3%. Et en 2023, donc on a augmenté de 1% notre taux d'emploi. Donc on est aujourd'hui à 3,59%. Sur nos fonctions support, on est à plus de 6%, quasiment à 7%. Et pour nos filiales, on va dire réseau, à peu près à 3,5%. Donc nous, notre accord porte sur notre USTT, donc qui comprend 4 filiales du groupe. Et on a effectivement aussi un réseau de correspondants handicap. Donc on a une trentaine de salariés volontaires, en plus de leurs fonctions quotidiennes, qui déploient en fait les mesures de notre accord et qui nous aident largement sur le terrain. Et je dirais que c'est vraiment un atout. Parce que clairement, c'est grâce à eux qu'on peut être plus proche des salariés, les accompagner, être en proximité. Et c'est vraiment une confiance après qu'ils nous accordent et on peut les accompagner au mieux. Parce qu'une mission handicap toute seule, elle peut pas tout faire, elle peut pas être partout. Surtout quand on a un maillage assez dense. Nous, on a plus de 600 agences partout en France. Donc je peux pas être partout. Je suis basée à Saint-Denis. Donc voilà, moi je fais pas partie de l'Essonne, mais on a aussi des partenaires locaux et nos correspondants se mettent en lien avec leurs partenaires locaux régionaux et c'est vraiment une belle réussite. En tout cas, nous on est très contents d'avoir nos correspondants handicap. Voilà. Merci. Alors du coup, vous avez tous les 3 choisi l'accord, mais il n'y a pas que cette modalité qui permet de formaliser, de mettre en œuvre les choses. On va le voir justement avec vous, Danone. Alors,
c'est un échange à deux voies avec la GFIP, puisque la GFIP vient effectivement en soutien aux entreprises sur pas mal de choses, et notamment le choix de Danone, ça a été de se dire, nous on souhaite formaliser, mais peut-être que, ou peut-être pas, mais peut-être qu'on n'est pas encore assez mûr pour l'accord, peut-être qu'il y a d'autres modalités, et déjà commençons par faire une espèce d'état des lieux, un bilan, donc un diagnostic action, c'est ce que propose comme accompagnement, enfin la GFIP. Donc du coup, avant de vous questionner vous, je vais peut-être me tourner vers Julien, que beaucoup d'entre vous connaissent, pour peut-être nous donner quelques informations sur le rôle de la GFIP sur l'accompagnement aux entreprises, notamment au travers de ce diagnostic action. Absolument. Donc la GFIP gère le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Vous nous connaissez, je pense. Nous proposons des aides et des services et aux personnes et aux entreprises. Notre objet, c'est vraiment de favoriser l'emploi des travailleurs handicapés. C'est notre mission depuis 37 ans, depuis la création de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Avec une offre graduelle, on aime à l'appeler comme ça, à destination des entreprises, d'informations sur l'obligation d'emploi, sur les modalités de réponse à cette obligation d'emploi, d'outillage, de mise en relation avec l'ensemble de nos partenaires qui sont ici, Cap Emploi, France Travail, l'ADAPT, des acteurs de la formation, j'entendais la faculté des métiers de l'Essonne tout à l'heure. Voilà, pour faire avancer les thématiques recrutement, les thématiques accompagnement des collaborateurs, les thématiques sensibilisation. À l'occasion de cette SEPH, c'est un sujet extrêmement important. Achat inclusif, évolution professionnelle, des thématiques importantes. Et tout ça suppose quand même de structurer une démarche. Pour ne pas trop perdre en énergie, il s'agit quand même de savoir d'où on part et où on a envie d'aller. Je pense que ça va parler à Cécile, ce que j'évoque là. Et effectivement, la GFIP propose un diagnostic action, donc à la fois un état des lieux et ensuite la construction concertée. Vraiment, on a une démarche là collective dans l'entreprise, d'un plan d'action, d'une feuille de route, avec des objectifs, avec un calendrier, des actions qui vont être bien identifiées, qui parlent à l'entreprise, qui sont adaptées. Et ça permet un peu de défricher le terrain du handicap et de l'emploi et de savoir où on a envie d'aller de façon réaliste. On le dit souvent, réaliste et réalisable. Il ne s'agit pas de décrocher la lune, mais de s'assurer qu'on va correctement avancer S1, S2, S3, S4, voilà, sur, par exemple, 2 années à venir. Absolument. Merci. Et du coup, Cécile, à vous de... Et c'est ce dont a profité Danone. À vous de nous présenter un petit peu comme le contexte de Danone, etc. Et surtout, la question que je vous avais pourquoi la posée, GFIP Pourquoi la GFIP? Alors, pourquoi, mais aussi surtout comment, une fois qu'on décide de lancer ce diagnostic action, comment vous, chez Danone, vous avez lancé la démarche pour arriver, j'imagine, à un plan d'action derrière qui va se déployer de manière concrète et opérationnelle. Tout à fait. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, comme je vous le disais, moi, je représente le centre de recherche et d'innovation de Danone. C'est 450 collaborateurs. Danone en France, ce n'est pas que ça. C'est 13 autres sites, des sièges, des bases logistiques, des usines. On a des sites, en effet, qui sont plus mûrs sur le sujet et qui ont un taux d'emploi au 6% et au-delà, et d'autres qui sont en dessous. C'est notre cas. Nous, on est à peine à 2% sur le site de Paris-Saclay. On a vraiment voulu s'emparer, en effet, de ce sujet. Alors, c'est pas qu'on a rien fait, c'est qu'on faisait des choses d'une manière très ponctuelle, en effet, et pas assez significative pour, en effet, avancer comme on le souhaitait. Donc, je me suis dit, mais finalement, seule ou avec quelques ressources, ça va être un peu compliqué. Donc, j'ai voulu me faire accompagner, finalement, par une structure, en effet, reconnue, professionnelle, pour nous aider à structurer notre démarche. Donc, c'est pour cette raison qu'on est rentré dans le cadre du diagnostic action. C'est un diagnostic action qui se fait de manière assez structurante et claire, en quelques étapes. En effet, on a une réunion de cadrage au démarrage. On va questionner les salariés. C'est ce qu'on a fait cet été. On a eu un taux de réponse hyper satisfaisant. Plus de 42% des collaborateurs se sont exprimés sur notre politique handicap, nos initiatives. Ensuite, on a pu conduire des entretiens qualitatifs d'1 heure avec des collaborateurs, donc des managers, des VP, des personnes en situation de handicap, des managers accompagnants. On a eu une restitution. Et après, on s'est mis en ordre de marche avec des groupes de travail qu'on a animés. Donc, on a mobilisé aussi des collaborateurs en interne. Ces groupes de travail, il y en avait 3, sur le pilier sensibilisation-formation, recrutement, intégration, maintien dans l'emploi et travail et dynamisme avec le secteur protégé. Donc, ces groupes de travail ont eu lieu.
On a cogité, on s'est challengé, on est sorti finalement avec de la matière et on a eu la restitution finale à notre copil, puisqu'on a monté un comité de pilotage pour suivre toute cette démarche. Et le 14 novembre, on a pu restituer le contenu de ces ateliers. Donc, maintenant, la balle est dans, alors pas que mon camp, je dirais dans notre camp et du copil, parce que je vais maintenir cette instance pour continuer à avancer, pour aller identifier nos priorités. Avec Julien, on était assez d'accord sur le fait de ne pas tout enclencher d'un coup. Il va falloir, nous, qu'on structure. On n'a pas, comme vous, encore de structure, je dirais, claire sur un référent handicap, l'identification des rôles et responsabilités claires pour chacun. Donc, on va mettre, je dirais, ces briques et un peu, je dirais, ces fondamentaux pour après progresser et travailler, je pense, sur l'année 2025, sur des sujets déjà de sensibilisation et de formation auprès de nos collaborateurs. Pour conclure, je dirais que nous, notre priorité, ça va être déjà de prendre soin des gens qui sont présents dans l'entreprise et qui peut-être ont un handicap, l'ont pas encore déclaré. Donc c'est aussi notre responsabilité d'employeur que de mettre en place les conditions, je dirais le bon climat de sécurité pour que les gens puissent s'exprimer et qu'on puisse après les accompagner. Et puis après, en parallèle de ça, on va se mettre en ordre de marche pour aussi être une entreprise handi accueillante et pouvoir aussi recruter des personnes qui soient en situation de handicap. Donc c'est un beau programme et peut-être que dans quelques rencontres, je reviendrai en vous précisant qu'on a un accord. Voilà, en tout cas, on est sur le chemin. Merci. Alors, on ne vous l'a pas précisé tout à l'heure, mais si vous avez des questions, on a un petit micro qui se balade. Vous avez tout à fait le droit de questionner, c'est le but aussi. Le but, c'est que vous repartiez avec des bonnes pratiques, mais aussi pas avec des questions sans réponse. Comme on arrive à la fin de la première partie sur le pilotage, on va vous lancer une petite question pour les buzzers et pour le cadeau. Pas de blessés, s'il vous plaît. Vous la lancez ou je la lance? Je la lance. Alors, on va voir si vous avez été attentif. Je suis pas, j'ai dû le dire, mais c'est peut-être passé. Voilà. Combien d'accords handicap maximum une entreprise peut-elle mettre en place depuis les modifications de la loi en 2020 ? Combien d'accords maximum une entreprise peut mettre en place ? Il y en a qui ont la réponse ici. Tu peux aller buzzer, Théophane, il n'y a pas de problème. Hein. Tu n'es pas très loin du buzzer, il est hyper galant. Et il va falloir que quelqu'un y aille. Hein. Sinon, le cadeau, c'est moi qui l'amène chez moi. Philippe, nous, on n'a pas le droit. Tu peux buzzer pour quelqu'un, si tu veux. Deux accords handicap. Nous avons un premier vainqueur. Mais je sais qu'il y en avait plein qui avaient la réponse. Effectivement, deux accords, on l'a dit tout à l'heure. Donc, vous irez après vous faire identifier. Je vous laisse démarrer la suite. Ouais. On va passer maintenant à une thématique extrêmement importante, le recrutement et le maintien. On sait que le recrutement est un enjeu majeur et en termes d'obligation d'emploi pour les personnes, les travailleurs en situation de handicap, vous avez en général deux leviers, un qui est la reconnaissance et l'autre un peu plus complexe, qui est celui du recrutement. Et notamment, je sais que sur Thales, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une petite particularité, puisque si vous avez été attentif, on est quand même sur des recrutements de Bac+8. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ah oui, pardon, c'est celui-là. Oui, effectivement, comme je l'ai mentionné, on a des ingénieurs-chercheurs chez nous. Donc, la majorité de notre population a fait une thèse ou a des doctorats. Donc, on a obligation d'avoir Bac+8 pour postuler et pour candidater chez nous. Donc, c'est très compliqué pour nous de capter des personnes en situation de handicap dans ce cas-là. On sait, au milieu, déjà, au niveau étudiant, c'est compliqué. Mais alors, plus on monte et plus c'est compliqué. Donc, on participe à des forums, mais c'est pas concluant pour autant. On essaye de faire des choses. On a notamment pris contact avec les référents du plateau de Saclay, des écoles d'ingénieurs, parce qu'on a la chance quand même d'être à côté des grandes écoles. Mais pour autant, ça reste effectivement compliqué.
Donc on est sur un levier qui va être donc la reconnaissance en interne pour essayer d'améliorer notre taux et d'avancer sur ce sujet-là. On avance, on a la chance d'avoir quand même une cellule médico-sociale qui nous accompagne. On a un médecin, on a une infirmière, on a une assistante sociale sur le site. Donc ça marche bien. Donc des reconnaissances, on en fait quelques-unes, voilà, par des actions particulières aussi. Et voilà. Donc cette année, on a eu quelques reconnaissances. On a recruté 2 apprentis en situation de handicap. Voilà, on est content. Ça avance malgré tout, mais effectivement, ça reste très, très, très compliqué pour nous. Ouais. Et on voit bien l'importance des ressources dédiées aussi pour pouvoir essayer d'avancer sur ce sujet. Agathe, chez IKEA, vous avez des actions aussi spécifiques par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout comme vous, en fait, nous, le recrutement pur des personnes en situation de handicap, ça fonctionne pas très très bien. On est déjà passé par des cabinets spécialisés qui nous proposent des profils du coup adaptés aux postes que nous avons. Donc nous, c'est des postes de vendeurs, employés logistiques, caissiers, accueil. Donc pas surdiplômés forcément, mais on a quand même du mal à trouver, même malgré les cabinets spécialisés qui coûtent très cher en plus. Comme vous, nous, on utilise plutôt la reconnaissance en interne également avec des cabinets du coup spécialisés qui nous aident à faire du recrutement interne, mais du coup de la reconnaissance RQTH. Et au-delà de ça, nous on travaille avec du coup des ESAT, avec des contrats de mise à disposition, donc comme avec les ESAT d'Or-les-Murs, où ça peut aboutir à des CDI. Donc nous c'est déjà arrivé là en 3 ans 2 fois. Merci de le rappeler. Donc nous, c'est aussi un des leviers pour nous de recruter à la suite de ces mises à disposition où ça se passe hyper bien, nous, par la suite. Donc c'est quelque chose qu'on continue de faire. Donc les cabinets spécialisés de recrutement, je suis pas hyper convaincue. Par contre, tout ce qui est du coup mise à disposition à l'issue, faire un CDI et reconnaissance interne, nous, c'est ce qui fonctionne en tout cas le mieux pour notre unité. On en est convaincu aussi. C'est vrai que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux ressources qu'on va pouvoir déployer, par rapport au fait d'avoir une expertise et de vous accompagner sur ce type de projet. Je pense que voilà, c'est une solution c'est l'une des solutions en tout cas, qui me paraît assez intéressante. On va poser la même question, Marie. Oui. Effectivement, comment se déploie la politique de recrutement, les actions de maintien? Qu'est-ce que vous mettez concrètement en place? Difficultés? Alors effectivement, le recrutement, le maintien, c'est 2 axes principaux lorsqu'on a un accord ou une convention. Chez nous, effectivement, ça se répercute par des lignes budgétaires assez importantes. Donc on essaye de participer à un maximum de salons de recrutement, de forums, d'être présent à peu près partout pour diffuser plus largement nos annonces. Et dans nos annonces, on a inscrit une mention, une phrase inclusive qui mentionne qu'on est ouvert à recruter toute personne quelle que soit leur particularité, notamment si elles sont en situation de handicap. Donc déjà, dans nos annonces, c'est indiqué. Après, plus largement, on essaye aussi de participer du coup à un maximum d'opérations locales avec des partenaires locaux, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux pour parler de nos métiers. Donc ça fonctionne bien. Et après, ce qui a bien marché aussi chez nous, ça a été de faire des sessions d'alternants avec une situation de handicap. Donc on a travaillé en partenariat avec une école, donc pour nous faire un programme sur mesure pour nos métiers terrain, donc notamment de consultants ou de chargés de recrutement. Donc on a pu accueillir depuis maintenant 4-5 ans, quasiment 50 alternants dans nos structures, dans nos agences. Et là, on a notre propre CFA, donc voilà. C'était ma question. C'est ça, on a notre propre CFA, donc chaque année, en fait, on est accompagné par le CFA, nos équipes de recruteurs, pour inclure des apprentis en situation de handicap. Nous, on est un service de ressources humaines, on recrute pour nos clients, des intérimaires, mais on recrute aussi pour nous. Ce qui était le plus pertinent, c'était de former nos recruteurs au recrutement inclusif pour qu'ils puissent aborder la thématique
problématique du handicap de façon, on va dire, plus sereine, parce qu'on fait attention aussi à ne pas être discriminant. Donc, c'était donner les clés à nos recruteurs de mieux recruter ce type de profil. Et clairement, c'est ce qui fonctionne en fait. Nous, on a augmenté significativement nos recrutements. On avait pour objectif de recruter 42 personnes sur les 3 années de notre premier accord. On a recruté le double, 85%. Donc, quand on dit ça à nos élus, on est à plus. Ça les fait sourire, mais c'est la vérité. Voilà, on a eu du succès grâce à nos équipes internes qui se sont formées, mobilisées sur le sujet. Voilà. Donc, mitiger les cabinets. En revanche, il me semble que vous êtes passés aussi toutes les deux par un cabinet, mais non pas pour le recrutement, mais plutôt pour l'accompagnement de vos collaborateurs en situation de handicap. Et que, alors, oui, je vais vous le repasser. Parce que du coup, vous me disiez que c'était une démarche qui avait été mise en place, qui était pour le coup assez intéressante et qui portait ses fruits. Oui. Du coup, nous, on travaille avec EPTH. Je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, ils aident à l'établissement administratif des reconnaissances auprès de la MDPH. Donc, nous, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui plaît beaucoup aux collaborateurs. Donc, comment ça se passe? Nous, on prend contact avec le cabinet. Soit on fait des journées de permanence où le cabinet est présent au sein de notre entité et accueille les collaborateurs de manière spontanée. Donc, c'est les collaborateurs qui doivent se présenter à eux. Ou sinon, ce qui marche encore mieux, parce que nous, pas forcément beaucoup de collaborateurs se sentaient peut-être visés ou touchés par cette permanence. Donc nous, on pouvait, sinon, les années d'après, on est allé voir directement les collaborateurs qui, on identifiait potentiellement, ils pouvaient avoir une RQTH. Donc on les a redirigés, on a programmé des entretiens. Donc par journée, le cabinet rencontre à peu près 10-12 collaborateurs, avec oui ou non un établissement de dossier. Nous, ensuite, on n'a pas forcément de lien avec le cabinet. Donc, ça garde quand même une confidentialité pour le collaborateur. Le cabinet nous dit juste, voilà, on a peut-être 2-3 reconnaissances qui vont être établies. Non, on les a dirigées vers un autre service. Donc, c'est dans ces cas-là, ils nous aident énormément. Comme pour nos collaborateurs aussi, pour des renouvellements. On a des collaborateurs qui sont RQTH, mais qui ont du mal avec l'administratif, qui ont du mal avec le renouvellement. On a par exemple des collaborateurs qui sont malentendants. Donc prendre tout ce qui est rendez-vous administratif, c'est hyper compliqué, avec des RQTH qui sont à renouveler tous les 5 ans, ce qui, à mon sens, n'a pas de sens pour leur handicap. Et donc c'est très difficile administrativement. Et dans ces cas-là aussi, le cabinet nous aide énormément pour organiser ces rendez-vous, pour réaliser ce dossier. Et d'ailleurs, grâce à eux, on a eu des reconnaissances qui sont sans limite de durée. Et du coup, en fait, là, c'est un très gros travail de reconnaissance en interne que je pense vous menez tous parce que, alors, je ne sais pas les chiffres là de l'an dernier, mais j'ai l'impression que ça. Les chiffres, il y a quelques années, tendaient à dire que si toutes les personnes en situation de handicap se faisaient reconnaître dans les entreprises, tout le monde aurait ces 6%. Et effectivement, quand on voit que le recrutement peut être parfois compliqué, je prends votre exemple sur des postes hautement qualifiés où voilà, Bac+5, Bac+8, c'est déjà complexe. Du coup, le travail de reconnaissance en interne, il est essentiel en fait. Et il peut passer par différents leviers. Et pour identifier les personnes, honnêtement, nous, on se basait beaucoup aussi sur les managers qui nous en parlaient. Il y a les ambassadeurs aussi qui nous ont redirigés. Je pense que cette personne, elle pourrait être intéressée, mais il n'ose pas trop, donc on allait le voir. En fait, au final, tout est lié du coup dans nos accords. Donc là, nos ambassadeurs, ils sont aussi là du coup pour expliquer à quoi servait cette permanence, pour aussi la dédramatiser, parce que aussi beaucoup de collaborateurs pensaient que cette permanence était en direct lien avec le service RH et qu'on pouvait avoir accès à leur dossier médical, alors que pas du tout. Donc, ce qui est bien, c'est qu'aussi avec nous, les années, au fil du temps, vu qu'on faisait plusieurs permanences, en fait, d'autres collaborateurs ont vu les résultats des anciennes permanences. Des collaborateurs ont dit « Ah, mais ça c'est bien, tu devrais le faire ». Ils se sont conseillés entre eux. Donc, en fait, ça fait un peu un effet boule de neige. Pour le coup, les premières années, on a eu beaucoup de mal à ce que des collaborateurs s'inscrivent ou aillent à la permanence, tandis que ces années-là, enfin cette année par exemple, les collaborateurs presque se bousculent pour essayer d'avoir un rendez-vous, pour aussi voir s'ils pourraient avoir une RQTH ou avoir des conseils en fait. Ça montre que c'est bien un sujet et que parfois c'est plus facile de l'aborder avec aussi des personnes qui ne sont pas directement notre manager, le service RH, etc. En tout cas, et ça permet de délier aussi la parole et de rassurer les personnes. Alors peut-être, Julien, 2 mots sur effectivement les aides. Est-ce que vous pouvez mettre en place, vous, à la GFIP, pour accompagner effectivement notamment les questions de maintien
Parce que souvent, quand on pense maintien, on pense dépenses, on pense que c'est compliqué. Voilà, donc, quelques mots sur... Oui, alors ce que je vais vous présenter s'adresse aux entreprises qui n'ont pas signé d'accord agréé, sauf si elles ont dépassé les 6%, effectivement. Je reviens sur la thématique du recrutement. Alors, la GFIP n'intervient pas en direct sur ce point-là. En revanche, je l'évoquais, mais en lien avec les acteurs du réseau public de l'emploi, donc Cap Emploi, France Travail, les missions locales, des contacts aussi avec l'APEC. Recrutement, on rappelle que sur cette thématique, on va pouvoir valoriser dès le premier jour de stage, par exemple, la présence d'une personne en situation de handicap dans l'entreprise. Et donc, aller aussi chercher des profils sur ces thématiques stage et alternance, je trouve que c'est intéressant, en particulier pour des structures comme les vôtres. Je sais, et je reparle d'eux, que certains Cap Emploi mettent en place des books de candidature, ou en tout cas préparent les profils à ces recrutements. Et la GFIP propose des aides, soutient véritablement les dispositifs apprentissage et professionnalisation. Et puis ensuite, pour répondre à votre question, effectivement, on va faire en sorte que la personne puisse intégrer correctement l'entreprise. On va faire en sorte que le poste soit bien adapté. Ça peut s'anticiper, l'aménagement de la situation de travail. C'est avant même l'arrivée du collaborateur. Et là encore, on ne travaille pas seul, en lien étroit avec les services de santé au travail, de Cap Emploi sur son volet maintien, pour faire en sorte que les conditions soient bien réunies pour que la personne se lance sur son poste. Donc voilà, recherche de solutions, bonne intégration de la personne. On a des aides qui sont mobilisables sur ces sujets, et puis aussi potentiellement des services. On peut mobiliser des structures expertes pour comprendre les conséquences du handicap sur le poste. Alors là, on est vraiment par type de pathologie, ce qu'on appelle les appuis spécifiques, et bonne lecture des conséquences du handicap sur le poste, et là encore, l'anticipation d'aménagement ou de besoin du candidat. Rachid va lancer la deuxième question. Du coup, nous, on a une question pour vous. Alors, dans le cadre du quiz, si Théophane est prêt, on va pouvoir y aller. Quel est le premier levier principal utilisé par nos intervenants pour faire évoluer le taux d'emploi ? Bonjour. Très bien, bravo. C'était en plus bras tendu là, franchement. Je vous propose qu'on passe maintenant à une nouvelle thématique, la sensibilisation, un point important. Oui, je pense que celui-là vous parle tous aussi. Dans le cadre d'accord ou pas d'accord, je pense qu'on va tous être d'accord sur le fait de se dire que sans communication et sans sensibilisation, on n'arrive pas à grand-chose. Et je le rappellerai jamais assez. Et pareil, je pense qu'on se rejoint. La sensibilisation, c'est pas que cette semaine-là, c'est toute l'année. Moi, j'espère qu'un jour, ça ne sera plus un sujet, en réalité, mais je pense qu'il y a encore un peu de temps. Du coup, toutes et toutes ici, vous menez des actions tout au long de l'année, d'ailleurs, pas forcément spécifiquement dédiées au handicap, mais en tout cas, vous avez toujours une pensée, un clin d'œil. Voilà, vous profitez de chaque action pour pouvoir y glisser un petit rappel, quelque chose. L'idée, c'est d'avoir vos retours d'expérience sur ce que vous mettez en place en termes d'action de sensibilisation. Alors, je vais peut-être commencer par Marie. Qu'est-ce que vous mettez de manière peut-être régulière ou ce qui fonctionne vraiment bien en place en termes d'action de sensibilisation auprès de vos collaborateurs ? Juste pour rebondir ce que vous avez dit, Julia, effectivement, la sensibilisation, c'est toute l'année. Clairement, c'est un axe sur lequel on travaille de façon récurrente parce qu'on touche un maximum de collaborateurs ainsi. La SEPH, évidemment, c'est le temps fort, donc on met le paquet là-dessus, mais toute l'année, on profite des journées nationales, des journées mondiales, qui évoquent par exemple le diabète, des pathologies bien spécifiques, pour mettre en avant ces pathologies-là, expliquer le lien entre la pathologie et la RQTH, présenter toutes les mesures de notre accord. On fait aussi des webinaires, donc là tout récemment on a fait un webinaire sur l'endométriose, parce que nous on est un groupe de 80% de femmes, et quand on sait que ça touche énormément de femmes cette maladie, et qu'on peut avoir
avoir une RQTH par la suite, voilà, on parle du sujet, donc on s'est fait accompagner par l'association Endo-France. On profite aussi de moments de réunion tels que des corègues, des réunions régionales, etc., pour proposer des sensibilisations à nos collaborateurs sous forme ludique. Ça passe toujours mieux quand c'est abordé de façon pédagogique et ludique. Donc, on se fait accompagner aussi par des cabinets. Vraiment, ils sont super. Je pourrais en citer plusieurs si vous le souhaitez, qui permettent de désacraliser un petit peu ce sujet-là. Et puis après, effectivement, nos correspondants en région qui animent de façon régulière aussi tout au long de l'année. Donc voilà. Merci. Cécile, peut-être chez Danone, évoquer un mot autour de la sensibilisation. Donc sensibilisation, notre enjeu en effet, c'est de sortir de la SECPH et de faire comme mes chers collègues. On a quand même l'année dernière, dans le cadre des JO, Danone était partenaire des JO en fait, et on a fait intervenir tout au long de l'année en fait des para-athlètes qui ont pu témoigner de leur parcours. Donc ça a été hyper intéressant. Alors ça reste toujours des parcours extraordinaires. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est en effet de s'inspirer de ces parcours qui sont assez incroyables, mais aussi de faire redescendre, je dirais, le sujet à tout à chacun et tout collaborateur qui ne sont pas forcément para-athlètes et engagés au JO. Donc on a mené ces initiatives-là. Et là, dernièrement, on a fait aussi de la sensibilisation à travers des jeux d'acteurs et le théâtre. Le théâtre s'est invité à Paris-Saclay sur notre site et on a pu parler du handicap à travers des scénettes et après des temps de débrief et des temps d'apport pédagogique. Et hier, on a fait de la réalité virtuelle. C'était hyper intéressant. Les collaborateurs se sont mis dans les chaussures finalement d'une personne en situation de handicap. Et 1 minute après, on était plutôt témoins finalement. Donc c'était ces deux regards. Et c'était assez fort parce que ça nous a remis un peu les idées au clair sur ce que vivaient les gens en situation de handicap. C'était sur l'agoraphobie, le daltonisme, le diabète, la surdité. Donc on essaie là de l'appréhender, d'aborder ce sujet-là de manière un peu différente pour capter aussi l'attention et faire bouger les lignes. Et du coup, Caroline, vous faites aussi des actions, et notamment une action un petit peu originale, dont vous m'avez parlé, une action des portraits, je crois. C'est chez vous? Oui, c'est pas chez moi. Vous en parlerez après, du coup. Qu'est-ce que c'est les portraits? Alors, si tu veux en parler tout de suite. Ça peut... peu importe. Oui, merci Julia. C'est vrai qu'on a, l'année dernière, travaillé en fait sur une exposition d'artistes autistes qui ont peint en fait des portraits de gens que vous connaissez, d'acteurs, de chanteurs, de personnalités atteints de handicap à l'invisible. Donc on s'est retrouvé avec une galerie finalement de 20 portraits avec à chaque fois donc un superbe dessin et en dessous une explication sur le handicap invisible de la personne. Et c'est vrai que ça a interpellé d'avoir en tout cas cette configuration un peu en galerie d'art et les gens tout de suite ont été accrochés et ont pu découvrir Einstein avait ça, Selena Gomez a ça, c'est incroyable. Donc voilà, ça a en tout cas suscité des discussions et un intérêt intéressant. Ça marche très bien. L'exposition Nos Limites. On l'a sur plein de formats, en fait, on peut le faire de plein de manières et on se rend compte que ça fonctionne toujours aussi bien. Tout à fait. Ouais. C'est très intéressant ce jeu de proximité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à avoir un transfert sur une proximité, alors soit un proche, soit une personne assez connue, on voit ensuite une sorte de prise de conscience. Mais du coup, j'enchaîne effectivement sur Thalès. Bon, et bien sûr, en plus de la SECPH, on essaye de faire des choses. Cette année, ce qui a bien fonctionné, c'est qu'on avait fait une conférence sur l'autisme. Et en fait, c'était une ingénieure qui l'a animée. Là où d'habitude, on n'a vraiment pas beaucoup de monde qui vient à nos conférences. C'est un vrai sujet d'ailleurs de mobiliser sur les événements. Là, on a eu du monde. Ça rejoint aussi le fait qu'on ait des ingénieurs-chercheurs. Enfin, il faut capter les bons canaux par rapport à nos populations. C'est hyper important et effectivement à chaque fois qu'il y a une journée, à chaque fois qu'il y a quelque chose de dédié, on essaye de tirer un peu les sujets d'inclusion, de handicap pour dire que c'est un sujet qu'on y pense tout le temps, qu'il faut y penser et c'est pour ça que pour nous on essaye de le faire le plus possible.
Et d'ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a animé des fresques de la diversité. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme la fresque du climat, mais on a été formés pour animer ça. Donc c'est de l'inclusion au global, mais qui parle de handicap aussi. Et ça fonctionne bien. C'est ludique en plus, donc c'est un bon moyen. Et puis nous, on a eu sur le thème des JO aussi une personne qui a participé aux Jeux paralympiques en para-tir à l'arc. Donc on était assez fiers. Donc il a porté un peu toute notre année. Il participe encore dans le cadre de la semaine. Mais voilà, il ne faut pas lâcher sur les sujets et il faut pas se démotiver surtout, parce que ça c'est un vrai sujet. Ça fait pas longtemps que j'ai cette casquette handicap, mais pour autant parfois j'ai plus d'idées où je suis. Enfin voilà, c'est assez frustrant parfois de se dire que tout ce qu'on fait, c'est les personnes ne prennent pas le temps de venir nous voir et de discuter. Mais bon, parce qu'il y a quand même des belles petites choses au quotidien, on continue. Mais oui, à chaque instant, on essaye de trouver effectivement des moments pour en parler en tout cas. Et alors j'avais une question à Agathe, mais aussi à vous toutes. Désolée Julien. Je sais que quand on a parlé, vous me disiez, moi sur les actions de Sensi, je suis présente. C'est-à-dire que c'est pas juste, parce qu'on peut effectivement se faire accompagner pour mettre en place des actions de sensibilisation, mais la présence terrain à ce moment-là, de vous, des ambassadeurs, etc., elle a son importance parce qu'il y a cette proximité aussi avec les collaborateurs qui va s'instaurer grâce à ces temps conviviaux, informels, etc., où on peut parler plus facilement. C'est vrai que dès qu'il y a une sensibilisation qui est organisée, souvent c'est par moi puisque je suis la référente au niveau local, mais j'essaie d'être toujours présente aux sensibilisations. En fait, tout ce qui se rattache au handicap, j'essaie d'être présente avec ou sans les ambassadeurs pour être au maximum identifiée, pour vraiment être attachée du coup à cette casquette référente handicap, pour que quand dans l'entité on pense handicap, on se dit j'ai une question, je vais aller voir Agathe, c'est elle qui est toujours là, je l'ai identifiée vraiment en tant que référente handicap, parce qu'au début on peut avoir la casquette référent handicap, mais si on n'est pas identifié, on n'a pas tout le potentiel de cette casquette en fait. Donc tout ce qui est, nous on forme aussi en formation de sensibilisation, j'interviens soit pour du coup juste me présenter ou me représenter pour ceux qui ne me connaissaient pas, mais aussi pour repromouvoir l'accord. J'en profite aussi à chaque sensibilisation de parler de notre accord, de parler des dispositifs, de parler de ce qui est possible, ce qui existe, parce que même si on en communique au fil de l'année, mais nos accords ne sont pas forcément connus de tous, donc à chaque occasion, j'en profite pour mettre mon petit grain de sel et me faire réidentifier et reparler de nos accords. En fait. Et je vois les autres acquiescer, du coup je pense que c'est pareil et que cette présence terrain contribue aussi à la réussite de votre mission. C'est essentiel effectivement quand on s'identifie. Et juste en sensibilisation, je voulais rajouter que nous, je considère aussi que c'est la sensibilisation, mais par exemple accueillir des stagiaires ou avoir des mises à disposition en magasin, pour nous c'est vraiment une sensibilisation au quotidien pour nos collaborateurs. On essaie d'accueillir un maximum de stagiaires quand c'est possible, quand du coup notre activité terrain le permet, mais ça permet aussi de sensibiliser nos collaborateurs qui sont volontaires à accueillir. On n'oblige personne, aucun collaborateur à accueillir un stagiaire s'il ne le souhaite pas, mais d'accueillir, de les voir travailler, de travailler avec eux, de les accompagner, ça sensibilise énormément nos équipes et les contrats de mise à disposition également. Oui, j'y crois beaucoup, c'est-à-dire que ces mises à disposition sont pour vous un levier. Un levier d'une part, j'ai envie de dire, managérial, qui vous permet de montrer à vos autres salariés aussi cette bienveillance que vous pouvez avoir, cette application que vous avez dans la lutte contre la discrimination, et ensuite vraiment une politique qui vient se déployer et qui montre, selon moi, votre approche managériale et votre approche humaine. Donc il y a pour moi aussi une possibilité de valoriser au-delà de la politique handicap, j'ai envie de dire, la culture d'entreprise. Oui, complètement. Et nous, c'est vraiment, ils adorent les collaborateurs pour le coup. Nous, on avait pendant le JOD, on avait des personnes, on a eu presque des pétitions pour qu'ils reviennent en magasin. Et c'est comme ça après qu'on a fait un contrat de mise à disposition et ça finit en CDI. Parce qu'on a eu cette demande de nos collaborateurs, parce que des collaborateurs ont touché, parce que nous, les personnes qu'on a en contrat, ils adorent le métier qu'ils font, alors que nous, c'est des collaborateurs qui sont peut-être là depuis 20, 30 ans, donc ils trouvent ça banal, ce qu'ils font au quotidien, mais quand il y a une personne qui arrive, qui a des étoiles dans les yeux, qui est hyper content de faire ce qu'ils font, en fait, ça valorise aussi leur travail, en fait. Donc c'est quelque chose, nous, hyper positif. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Vous m'avez fait une transition parfaite, Agathe. Il y a un événement qui est spécifique, médiatique, c'est le JOD, que vous connaissez toutes les quatre. Pardon encore une fois.
Alors, pour le témoignage aujourd'hui, pourquoi c'est chouette? Quelle valeur ajoutée vous avez pu constater sur ces duodés? Et voilà, un peu vos retours par rapport à cet événement. Vas-y. Du coup, pourquoi c'est chouette? Parce que nous, ça nous permet de capter des profils aussi. On ouvre nos portes pour des personnes qui sont intéressées par nos métiers, donc ça, c'est très chouette. Et puis, c'est donnant-donnant aussi pour les collaborateurs qui se portent volontaires, parce que c'est un vrai team building aussi en interne Thales, parce que souvent, les personnes qui sont volontaires se connaissent pas entre eux, on passe une journée ensemble, et donc ça fait une très belle journée. Et puis, nous, cette année, on a 5 personnes qui viennent demain. Et puis, l'année dernière, on en avait 4. Donc, hop, on monte un petit peu quand même. Mais en tout cas, l'année dernière, ce qui était bien, c'est qu'on a garder une personne en stage après ça, et aujourd'hui elle est en apprentissage chez nous, donc grâce à Duodé. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis on a une autre personne l'année dernière qui a été embauchée sur un autre site Thales. Donc rien que ça, en fait, on se dit même si derrière ça ne découlera pas forcément sur un CDI parce que c'est très particulier chez nous, etc. On entre dans la grande Thales et du coup, hop, réseau, on discute. Qu'est-ce que tu recherches toi? Ok, et comme ça nous fait vraiment un lien qui est bien. Et peut-être juste pour, dans l'esprit un peu duodé, nous, on a fait aussi le duo 2, le duo inversé, où c'est nous qui sommes allés dans les ZAT, et ça, c'était super, vraiment, parce que les personnes qui étaient volontaires, elles ont adoré. On a fait de la menuiserie, de la cuisine, du conditionnement, et c'était vraiment une journée, mais dingue. La frontière entre le milieu protégé et le milieu ordinaire, il n'y avait plus rien du tout. On a gardé contact, enfin vraiment, du coup, ça fédère et c'est très très bien. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Oui, duo D, mais duo 2 aussi, duo inversé surtout, n'hésitez pas. Merci. Oui, très rapidement, nous, Danone, donc ça fait la 5e année qu'on participe au Duodé. Donc on a pareil 5 personnes qu'on accueille demain. Et on a eu aussi l'occasion d'aller un peu plus loin et d'accompagner 2 personnes sur des stages qui ont duré 2 mois. C'était dans notre équipe ressources humaines. Duodé, c'est super. Nous, il y a une frustration quand même que je vous partage, c'est qu'on a à peu près une douzaine de collaborateurs qui veulent accueillir. Et puis en fait, on n'a pas assez de candidats. Donc il y a une vraie frustration. Et ils nous disent alors oui, mais ça postule pas ou ça va pas. Enfin, donc ça fait la 2e année qu'on refuse des missions, qu'on n'arrive pas à pourvoir de missions parce qu'on n'a pas le bon nombre de candidats en face. Et pourtant, les gens qui veulent accueillir ont une grande envie, une ouverture et souhaitent le faire. Mais voilà, donc on avait la capacité d'en accueillir le double. Cette année, on en a déjà 5. Donc ça sera un temps fort déjà qu'on va en effet vivre tous ensemble, mais on aurait aimé en tout cas faire plus. Tu veux, Marie ? Merci. Je partage effectivement cette frustration. Chaque année, on participe aussi au Duodé, donc ça fait 4-5 ans. Et là, pour cette année, on a à peu près 4 ou 5 duos aussi, avec une vingtaine de participants. Tous les jours, les participants. Alors, est-ce que j'ai un duo ? Non, j'ai personne. Donc, c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir avoir de candidats, entre guillemets, pour partager cette journée. Nous, on n'a pas eu de belles histoires, enfin, presque. Ça va venir. Mais voilà, on espère. Moi, j'ai aussi un petit point de vigilance, c'est trouver le bon match entre la personne et le métier, parce que parfois, on a eu des duos improbables. Donc, c'est un peu, parfois un peu compliqué entre un poste de responsable et la réalité de ce que la personne veut faire. Donc, ce que je préconise, c'est pour les personnes qui veulent faire un duo, de prendre contact directement, soit avec la structure accompagnante, soit avec la personne en elle-même, pour être sûr que le métier corresponde, parce que vraiment, des fois, il y a eu des écarts trop importants. Et heureusement, on a pu réadapter, orienter vers d'autres choses, faire de la correction de CV, mais quand vous faites votre duo avec un responsable, des fois, c'est pas trop en phase. Donc moi, le Duodé, je trouve ça bien, mais je pense qu'on pourrait faire un peu mieux pour accompagner soit les personnes qui font le duo ou les entreprises. Oui, tout à fait. Là, c'est le directeur de l'ADAPT qui parle. Je pense que nous aussi, on a notre part pour un peu solliciter les candidats et de vaincre un peu la peur de certains postes ou de certaines fonctions où ils auraient peut-être du mal à se projeter.
Et je pense qu'il faut solliciter la surprise, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'abri d'avoir une bonne surprise. Donc nous aussi, on a une part à jouer là-dessus. Et je tiens à dire qu'on a aussi énormément augmenté, nous, à l'ADAP, nos duos, parce qu'il y a 5 ans, on avait 3-4 duos, et demain, on en a une 50aine. Comme quoi, nous aussi, on n'est pas forcément les cordonniers mieux chaussés, mais l'évolution peut être aussi rapide. Mais c'est vrai, on a aussi notre part. Et je pense qu'en fait, les premières années sur le Duo Day, il y avait cet effet un peu nouveau. Enfin, à l'époque, c'était un jour un métier en action. Et je vais vous laisser effectivement compléter, mais où c'était hyper nouveau, donc tout le monde y allait. Et puis après, il y a eu ce phénomène de se dire, ouais, mais est-ce que c'est pas qu'une opération de com? Est-ce que je vais trouver quelque chose d'intéressant? Et donc maintenant, les candidats sont peut-être un peu plus réticents, mais c'est vrai, vous le dites parfois. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire un duo sur un poste qu'on ne connaît pas que finalement d'être chez nous à l'ESAT ce jour-là, parce que ça reste une super opportunité et parfois on rencontre d'autres pros ce jour-là et on a des bonnes surprises. Vous vouliez... J'apporte souvent une petite nuance sur Duo Day. Je rappelle que ce n'est pas une action de recrutement initialement. C'est quand même plutôt une opération de découverte, de rencontre, de sensibilisation. C'est un levier intéressant. Si ça peut être du pré-recrutement, tant mieux, c'est parfait. Mais du coup, on doit lever un petit peu les habitudes qu'on a sur le recrutement. On dépose une offre, combien on a de candidats en face, etc. Après, ça montre aussi une mobilisation en interne. Et ça, c'est à saluer. Voilà. Le principe, je pense, pour rejoindre Julia, c'est de soigner le qualitatif, de se dire que cette journée a été réussie, peut-être d'expliquer aux managers qui étaient volontaires que on a offert une palette assez large de postes et tout n'a pas été effectivement pourvu et finalement c'est peut-être pas grave, on a soigné le qualitatif. On a aussi, suite à un Duo Day à la GFIP Île-de-France, recruté une personne l'année dernière, donc on essaie aussi de montrer l'exemple. Vous dire, puisqu'on est sur le sujet recrutement, que la GFIP a mis en place, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, une plateforme qui s'appelle Activateur de Progrès. Tous les outils que vous allez y trouver sont gratuits, en tout cas financés par les contributions des entreprises, parce que c'est notre fonctionnement. Vous créez un compte et vous avez accès à des jeux, vous avez accès à des fiches, vous avez accès à des affiches, et vous avez accès notamment à un outil qu'on appelle l'Active Box, qui est un kit mensuel de sensibilisation au handicap sous un angle chaque mois différent. Donc les Jeux paralympiques, la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, Octobre Rose, la neurodiversité, etc., etc. Et ça vous permet, clé en main, d'avoir des contenus effectivement personnalisables en plus de sensibilisation en interne. Donc n'hésitez pas. Et alors, on a un peu débordé, donc je vais faire vite parce que j'ai mes compteurs de temps là qui vont s'énerver. Mais il y avait une action dont je crois qu'on n'a pas parlé, c'est le café des aidants. Et j'ai trouvé ça hyper original et je pense que c'est une bonne pratique à partager. Oui, alors du coup on n'appelle pas ça café des aidants parce que c'est une marque qui est un peu déposée, mais du coup on tord un peu le bras en parlant d'échanges entre aidants. Effectivement, dans notre entreprise, l'infirmière et l'assistante sociale sont à disposition une fois par trimestre de personnes qui sont aidants et qui souhaitent du coup échanger ensemble. Et même si on n'a pas beaucoup de monde qui vient, on souhaite le maintenir. C'est un temps qui est dédié. Si des personnes souhaitent échanger, elles ont ce sas pour le faire. Et donc ça nous paraît important aussi de vraiment mettre l'accent sur les proches aidants parce que c'est un vrai sujet. Donc en tout cas, on maintient ce dispositif et on essaye de voir un esprit un peu bienveillant dans ce cadre-là et ça fonctionne. Bon, parfois pas, parfois oui, mais voilà, quand il y a des gens qui viennent, on est quand même satisfait, même si c'est 1 ou 2 personnes, je pense que ça les a quand même aidés. Donc on laisse en place ces structures-là. Merci. Et peut-être pour conclure sur cette partie sensi, etc., ce qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder en détail, mais après, vous aurez aussi l'occasion de vous retrouver sur le cocktail déjeunatoire et de poursuivre les échanges. C'est aussi la formation de vous-même, des ambassadeurs handicap, des référents, qui aident beaucoup à la fois à la prise en main du poste quand on démarre. Et tout à l'heure, j'entendais quel rôle j'ai, quelle mission, etc. Ça peut être compliqué de s'attribuer un rôle quand on ne se sent pas légitime aussi. On peut avoir hyper envie, avoir beaucoup d'ambition, mais pas être armé pour. Et du coup, c'est compliqué. Et je sais que vous mettez tous plus ou moins des actions. Il y a même des personnes qui ont été formées au DU de référent handicap ici. Donc peut-être quelques mots en 2 minutes, si certains veulent nous dire quelques mots sur le sujet. Peut-être que comme j'ai le micro, j'enchaîne. Effectivement, nous, on a formé l'ensemble de nos managers cette année. Et en fait, je rebondis parce qu'on a un e-learning aussi chez nous, mais qui est
Donc, qui est bien, mais du coup, c'est pas forcément, on ne sait pas ce que font les gens finalement en regardant le e-learning. Enfin, c'est un peu moins inclusif. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, avec l'assistante sociale et moi, on a animé en fait le e-learning auprès des managers. Donc, on leur a pris 1 heure. Et en fait, grâce à ça, ça nous a permis, dans la population managériale, de faire après des reconnaissances, parce que eux-mêmes se sont dit, ah non, mais attends. Moi, je suis peut-être concernée. Et du coup, ça nous a été quand même bien utile. Donc, effectivement, je pense que c'est important aussi d'incarner la formation et d'être, comme tu disais, présente, identifiée, parce qu'il faut l'accompagner et c'est important. Et oui, en parallèle de ça, donc moi, je fais le DU à l'UPEC donc cette année. Donc voilà, c'est un sacré... Alors, honnêtement, je le fais en qualifiant, hein, parce que c'est un sacré challenge. Mais en tout cas, ça m'aide à me professionnaliser et malgré tout, ça me rend plus légitime sur ma casquette vis-à-vis des managers, des collaborateurs et des personnes extérieures aussi. Merci. Je ne sais pas s'il y en a... Fait rapide, mais très court, on peut. Je précise aussi que la GFIP a mis en place une autre plateforme qui s'appelle la professionnalisation des acteurs. On essaie d'avoir une plateforme par type de besoin, de la même manière qu'on a un espace emploi pour le sujet recrutement. Là encore, des contenus qui sont accessibles librement après création d'un compte. Donc la possibilité de se former via cette plateforme professionnalisation des acteurs à des types de pathologies, à des démarches, à des bonnes pratiques recrutement, maintien. Il y a aussi un calendrier de modules pro, donc la possibilité de se former entre entreprises à ces différents sujets. Qu'est-ce que l'obligation d'emploi? Quelle est la fonction d'un référent handicap? Quelles sont les bonnes pratiques pour répondre à son obligation d'emploi, etc., etc. Donc allez-y, c'est vraiment en libre accès. Merci. Alors, dernier petit quiz. Et puis après, on va pouvoir conclure et vous annoncer la suite, même si on a été un peu spoilé tout à l'heure. J'ai vu des yeux parce que j'avais bien caché le déroulé des ateliers, mais on a été spoilé. C'est vrai. Ouais, on s'est fait spoiler. Du coup, la dernière petite question. Alors, Théophane, si tu veux te lever, c'est maintenant ou jamais. Elle est hyper facile. Quelle action de sensibilisation ont en commun nos acteurs ici présents? Ils la font toutes. Nous aussi, on l'a fait. Et vous aussi, peut-être. Bravo. Les Diodais. Voilà. Du coup, voilà, l'idée de cette master, alors c'est vrai que c'est un peu court, on est toujours un peu frustrés, hein, on a beaucoup de frustration dans nos métiers. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir introduire le sujet, donner quelques bonnes pratiques, et puis après de profiter du reste de la matinée pour poursuivre les échanges pour ceux qui le souhaitent. Je crois que vous restez tous, vous avez un petit impératif, mais tout le monde est là jusqu'à l'heure du déjeuner. Voilà, ce qu'on voit bien, c'est que finalement, si on devait résumer en quelques mots, en premier 40 secondes, formaliser une politique handicap, ça donne du poids, ça permet de vraiment faire évoluer la politique. Le recrutement, le maintien, c'est forcément aussi des sujets phares et il ne faut pas minimiser les reconnaissances en interne. Je pense que ça, et je trouve que ce que vous mettez en place chez Randstad, c'est hyper intéressant sur je ne trouve pas les profils, je vais les trouver, je vais les former. Et ça, c'est vrai qu'il y a quelques années, parce qu'on a la chance de vous avoir comme partenaire à SEPH depuis un petit moment maintenant. On en parlait avec Philippe il y a 3 ans. Il me disait, nous, on a un CFA intégré et on a trouvé, on trouve comme ça nos profils. Donc ça, c'est super. La sensi, ce sera un sujet dont on parlera tout le temps. Ça s'arrêtera jamais. Moi, c'est vrai que je conseille toujours aussi aux référents qui parfois se sentent un peu seuls. Vous le disiez, c'est beaucoup de frustration. Faut pas se dire, j'ai été référente handicap avant, donc je sais très bien ce que vous vivez. Je pense que c'est hyper important de s'entourer, c'est-à-dire à la fois d'acteurs comme la GFIP, etc., ou d'acteurs présents ici, mais aussi entre vous, en réseau. Parfois même, ça peut être un peu cynique, mais avec des concurrents, parce que du coup, vos concurrents ont les mêmes problématiques, métiers, et les bonnes pratiques, souvent, peuvent émaner de ces temps d'échange. Donc voilà, on le dira jamais assez, nous aussi dans nos fonctions, communiquer entre nous, etc. Et ça permet effectivement de faire des belles choses et je suis assez aussi convaincue, on laisse sur votre discours par rapport à l'intégration des publics en mise à disposition ou autre, parce qu'effectivement, on va capitaliser. C'est comme l'alternance. On va démarrer, on teste, chacun prend son empreinte, évolue, et in fine, peut-être que c'est quelqu'un qui va être embauché. On n'aurait pas misé un centime dessus. Enfin, nous, les premiers, on a des candidats qui intègrent des entreprises, on se dit ça va peut-être être compliqué, et on arrive à des embauches en CDI 1 an après. Et vendredi, là, ils viennent à l'ADAPT en tant qu'alumni, ça fait 5 ans qu'ils sont en emploi. Là, clairement, on se dit, on n'aurait pas fait ce pas-là avec l'entreprise.
on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour ces échanges de pratiques, pour vos sourires, vos interventions. Vu que j'ai le micro, je le garde. Juste pour vous annoncer la suite, on va arrêter de vous teaser. Il y en a qui essayent depuis cherche Marie, parce que Marie, ça fait longtemps qu'elle essaye de savoir ce qu'il y a. On se voit souvent. Donc vous avez tous des petits bracelets normalement. Ça, c'est la première question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez tous bien un bracelet ? Sinon là, ça va pas. Donc vous avez, alors je vais reprendre ma fiche parce que je ne sais plus quel est le groupe 1 et le groupe 2. Le groupe 1, ce sera ceux qui ont le bracelet vert et le groupe 2, bracelet bleu. Vous êtes volontairement généralement séparés quand vous êtes plusieurs de la même entreprise. Ça vous permettra aussi de pouvoir débriefer entre vous puisque les échanges ne seront pas forcément les mêmes. Donc on va avoir un premier atelier qui va se dérouler ici même. Donc le groupe 1 commence ici. Donc le groupe 1, bracelet vert, je prends mes notes parce que va pouvoir rester installé ici et donc va se dérouler à ce même endroit un atelier autour du recrutement, recruter sans discriminer. Donc on va avoir un atelier sous forme de théâtre forum pour ceux ou celles qui connaissent ou pas. On a des acteurs, je vous rassure. En revanche, vous allez voir que le système du théâtre forum permet après de réagir, réfléchir et parfois de rejouer la scène à la manière dont nous on l'aurait envisagé. Et le deuxième groupe va du coup être dans le même temps. À l'open spot, on a tout un tas de personnes du staff qui vont vous guider vers l'open spot. Et là, vous allez avoir affaire à Philippe. Je ne sais pas s'il est là, Philippe. Il se cache. Philippe, c'est pas Philippe Risoli, c'est Philippe Parent, qui sera votre animateur télévisé ce matin et qui va vous animer un atelier donc, accompagné de Cap Emploi et de la médecine du travail de la HAST autour de la sécurisation des parcours professionnels, donc du maintien dans l'emploi. Comme on adore les buzzers et les quiz, vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que vous allez faire que ça, buzzer et faire du quiz. Et il y a encore des trucs à gagner. On est hyper généreux cette année, je trouve ça. Profitez-en. Je voulais juste vous remercier de nouveau pour la qualité des échanges et puis même, je dirais, l'honnêteté aussi que vous avez eue par rapport à cette approche et les retours d'expérience. Je pense que c'est très, très important d'avoir cette vision. J'ai trouvé ça vraiment riche et intéressant, donc merci encore. Je remercie l'ensemble des organisateurs de l'événement, la CCI évidemment, et Cap Emploi aussi qui est particulièrement investi cette année avec nous sur l'événement. France Travail, évidemment, on vient de me le souffler parce que sinon j'allais oublier, mais on les remercie tout aussi chaleureusement. Et puis évidemment Julia que je remercie aussi beaucoup. Et moi, je remercie les équipes parce que j'ai beaucoup de soutien aujourd'hui des équipes de l'ADAPT et des autres partenaires. Juste pour préciser, vous allez chacun faire les 2 ateliers, bien sûr. Je vais récupérer le micro dans le hall et quand le timing sera passé, vous intervertirez les groupes. Les intervenants participent aussi. Vous avez le droit de profiter de cette matinée. Et puis, on est à votre dispo et on vous souhaite surtout de passer un bon moment puisque c'est le but. Voilà, merci beaucoup. Merci.